Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot, fondatrice de la méthode Cohérence et vous écoutez Antinomique. Ce podcast donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse. À la rencontre de femmes et d'hommes qui nous partagent leur expérience, leur prise de conscience et les grandes leçons de vie qui les ont menés vers un alignement profond. Un alignement qui transforme, qui libère et qui mène à un épanouissement global. Émotion, partage, introspection. Mes invités se sont prêtés au jeu avec authenticité et vous allez découvrir toutes ces belles histoires. Et si vous avez envie, vous aussi, d'aligner votre vie à ce qui fait vraiment sens pour vous, je vous invite à découvrir le bilan de vie, l'outil qui révolutionne l'épanouissement sur méthode-cohérence.com. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à écouter ces épisodes. Et surtout, n'oubliez pas, l'alignement mène à l'épanouissement. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Roland Granotier, 52 ans, marié et père de 2 enfants. Enseignant de yoga depuis 2016, il travaille également autour du souffle et de la respiration et utilise des outils de PNL, programmation neuro-linguistique, dans ses accompagnements. Il aide des personnes qui traversent des périodes de transition, de fatigue ou de remise en question à retrouver de l'énergie et de l'équilibre dans leur vie. À travers son approche qui mêle yoga, respiration et développement personnel, il propose une autre manière d'avancer. Reconnecter le corps, le cœur et le mental pour retrouver un mouvement plus juste et un équilibre durable, bien au-delà du tapis de yoga. Dans cet épisode, nous allons parler d'énergie, d'épuisement, de respiration, de mouvement et surtout de la manière dont ces pratiques peuvent nous aider à traverser les périodes de changement et à retrouver plus d'harmonie dans notre quotidien. Bonjour Roland. Bonjour Elodie. La première chose, est-ce que je peux te demander de te présenter en 2-3 minutes? Qui est l'homme? OK, question toujours, difficile. Si je devais me présenter, déjà je me qualifierais peut-être de passionné. Enfin, la première chose qui me vient à l'idée, c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'adore la montagne, j'adore la nature, donc peut-être que ça, c'est une facette qui pourrait, parler de moi. Tu as dit que j'étais marié, que j'avais des enfants aussi, donc le rôle de père aussi me semble être une identité, importante. Hem, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé le corps, voilà, le mouvement, voilà, déjà quand j'étais petit, alors sans avoir été sportif de haut niveau, mais j'avais besoin de bouger, donc cette dimension aussi du corps pourrait être une de mes facettes. Donc voilà, peut-être un explorateur passionné, du corps et de la vie, ça pourrait être une bonne définition. Ah, j'adore. Je vais mettre un peu de contexte, parce qu'en fait, tu m'as invitée sur ton podcast qui s'appelle «Le chant des sensibles», il y a quelques semaines et avant de venir, bah, alors déjà moi, quand je fais un podcast, je travaille sur, la personne que je vais inviter, mais si je suis invitée aussi, bah, je veux en savoir plus sur les épisodes et autres. Du coup, bah, j'ai écouté ton premier épisode, OK. ton histoire. Mmh. Et en fait, en écoutant, je me suis dit: «Waouh!» Mais vraiment. Et je t'ai trouvé très inspirant. J'étais, très heureuse d'entendre ton histoire, mais d'entendre ta vulnérabilité, ton authenticité et en fait, j'ai trouvé que c'était une force et je me suis dit: «Ah ouais, mais ça, c'est les hommes, pour moi d'aujourd'hui». Mmh. Et à la fin de l'épisode et avant qu'on fasse le nôtre tous les 2, je me suis dit: «C'est sûr, je l'invite sur Antinomique». Ouais, Donc voilà, je voulais mettre, un peu de contexte, sur ça. merci. Alors, forcément, je vais te demander un peu de parler de ton histoire, c'est sûr, parce que je la trouve, très intéressante. Ce que j'ai compris, tu me dis si je me trompe, mais c'est qu'en 2009, tu occupais un poste important Mmh. et tu étais directeur de production et tu dirigeais une équipe d'une centaine de personnes. C'est ça. Ça veut dire que sur le papier, tu avais atteint une forme de réussite sociale. Oui. Et pourtant, dans une vie, on le sait, il y a parfois des moments qui viennent complètement changer la trajectoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est la première question. Mmh. En fait, qu'est-ce qui t'a amené vers le yoga et ce nouveau chemin? Puisque là, on voit un virage. Mmh. Exact. Hem, alors déjà dans ma jeunesse, quand on devait choisir des études, bah, je savais pas trop ce que j'avais envie de faire.
Alors si, j'avais des idées. Je voulais être, alors j'avais 2 rêves quand j'étais petit. Le premier, c'était d'être, archéologue, mais tu sais version, Indiana Jones, tu vois? Où je vais découvrir, les cités d'or, des chouettes trésors. Et ça me passionnait et après, quand je me suis intéressé à l'archéologie, je me suis rendu compte qu'on ne découvrait plus des cités d'or, mais plutôt des tessons de céramique, donc je me suis dit: «Bon, bof, je pourrais pas devenir Indiana Jones, donc on oublie ça». Et puis ma deuxième passion, c'était la montagne, donc j'ai toujours rêvé, quand j'étais petit, d'être guide de haute montagne. Donc moi, je suis originaire de Saint-Étienne, donc voilà, une ville qui est un peu au milieu de la nature, mais il y a pas des vraies montagnes, avec un grand M. Et quand j'étais petit, bah, j'observais, les montagnes là, il y avait une petite colline au-dessus de chez moi et puis, c'était au-dessus de la vallée du Rhône et on voyait, les Alpes, mais tu vois, dans le fond, comme si c'était un continent un peu mystérieux et je rêvais, voilà, de devenir, alpiniste et guide de haute montagne et puis, voilà, on m'a dit que c'était pas un métier, convenable. Alors on me l'a pas dit comme ça, mais voilà, c'est un peu vers ce vers quoi la vie et la société t'emmènent. Donc j'ai fait ce qu'on m'a dit, j'ai fait, allemand première langue, bac C à l'époque, donc mathématiques pour voilà, avoir le cursus le meilleur et cetera. Puis j'ai fait des études dans ce qui m'amenait à avoir un travail et cetera. Et en fait, j'ai suivi un chemin un peu, par défaut. Alors, voilà, je me dis aujourd'hui, bah, c'était bien parce que de toute façon, voilà, c'était mon chemin, voilà, je remercie mes parents aussi de m'avoir poussé vers ce qui leur semblait, positif pour moi. Et puis j'ai pris un premier poste de management qui était, sur une cellule service client, une dizaine de personnes, donc c'était quelque chose que j'aimais bien. Vous voyez, j'avais le relation directe avec mes équipes, on était en contact avec, l'extérieur, avec les clients, donc voilà, je m'épanouissais relativement bien là-dedans. Je trouvais ça assez passionnant, j'ai appris plein de choses. Et puis en 2009, là, la date que tu cites, donc dans l'organigramme, j'étais adjoint du directeur de production et le directeur de production part à la retraite et on me dit: «Bah, Roland, sur l'organigramme, tu es adjoint du directeur de production, donc est-ce que tu veux devenir le directeur de production?» Alors moi, évidemment, je me dis: «Bah, ouais, la classe». Je passe de 10 personnes à 100 personnes, donc je vais là-dedans, mais vraiment intuitivement, je me dis: «Voilà, c'est une opportunité, je peux pas dire non à un poste comme ça», même si d'aller dans le côté très industriel, donc là, j'allais vraiment un peu me renfermer sur la partie atelier de production. Donc c'est pas le même esprit, c'est pas la même organisation, tu es plus en contact direct avec les équipes, tu as plus de contact avec l'extérieur, donc c'est quand même un management qui est différent de ce que je connaissais. Et du coup, je me lance là-dedans, voilà, plutôt passionné et et puis il y a eu des changements, alors déjà des changements dans la direction et puis je me rends compte que je suis plus vraiment à ma place dans alors déjà dans cette forme de management qui est très hiérarchique. Voilà, j'avais un chef d'atelier qui avait, des chefs d'équipe, qui avait des contremaîtres, donc voilà, il y a les ordres descendaient, remontaient, tu vois? Dans quelque chose de très, pyramidal. Voilà, qui me convenait pas du tout. Heu, mais voilà, comme tu disais, j'avais la réussite sociale, j'étais, voilà, j'étais parti de rien dans cette société, j'étais rentré, petit commercial, junior et je me retrouvais, voilà, dans le comité de direction. J'avais une voiture de fonction, j'avais, ma place réservée sur le parking, j'avais mon costard. On me disait: «Monsieur Granotier», enfin voilà. Donc il y avait tout ça, qui était un petit peu, voilà, le paquet cadeau, de réussite qui allait avec le poste et qui à la fois m'attirait, je me disais: «Bah, voilà, quand même, j'ai fait des études, tout ça, c'était bien pour avoir la réussite sociale, non?» C'est ce qu'on m'avait dit. Et puis maintenant je l'ai, mais en fait, bon, finalement ça m'apporte pas grand-chose et donc j'ai fait, 3-4 ans dans ce poste et plus j'avançais, plus je me sentais mal. Donc voilà, le matin, j'arrivais au bureau et je mettais la main sur la poignée et puis j'avais un gros soupir, j'avais toute la le poids du monde sur mes épaules. Mais voilà, comme j'étais, bah, voilà, m'avaient fait confiance pour me donner ce poste, donc je me disais: «Voilà, faut que je montre que je suis capable et qu'ils ont bien fait de me faire confiance». Et puis ça a duré quelques années jusqu'à ce que mon corps, m'envoie des signaux. Alors il m'en envoyait déjà bien avant, hein, mais bah, du coup, il envoie des signaux de plus en plus forts. Puis on a eu une année très, très difficile en 2012, alors que c'était une année plutôt positive parce que c'était une année d'élections, présidentielle et législative et nous, on faisait de la mise sous enveloppe de profession de foi, donc on a eu des marchés, mais énormes, mais qui voilà, qui nous ont demandé un engagement, qui était, au-delà de nos capacités et et je pars en vacances en 2012 et je me dis: «Waouh», donc c'était juillet, je me dis: «Waouh Roland, tu as tenu cette période, c'est un truc de fou, tu es vraiment une star, tu es un cador, tu es trop fort, quoi». Et
Et puis le vendredi soir, j'ai un de mes collègues qui m'appelle en me disant: «Bah, Roland, je viens de me faire licencier». Donc c'était vraiment quelqu'un, que j'aimais beaucoup dans l'entreprise et sur qui je m'appuyais beaucoup. Donc licencié du jour au lendemain, voilà, pour des raisons, plutôt internes. Je me dis: «Ben, mince, quand je vais revenir, Eric, il sera plus là et je vais être tout seul dans ce poste qui déjà me plaît pas trop, quoi». Mais bon, bref, je pars en vacances et je pars en Finlande en vacances avec ma famille et je me dis: «Bah, écoute Roland, profite». Et puis j'arrive le samedi, tout va bien. Je suis fier de moi, je profite des vacances, en famille. Et puis le dimanche matin, je me réveille avec un gros, dysfonctionnement rénal et bah, je vais, chez le médecin et puis le médecin il me dit: «Ben non, c'est direction les urgences». Donc je me retrouve dans un hôpital, de campagne en Finlande, hem, avec voilà une réaction. Donc moi, c'était un peu ma forme de burn-out. Voilà, on parle de burn-out, on le voit souvent comme quelque chose de psychique, psychologique, d'épuisement mental. Bah, moi, le mental a plutôt bien tenu, mais il y a d'autres fonctions du corps qui ont lâché, qui ont brûlé. Et voilà, et je me suis retrouvé, bah, à l'hôpital, là-bas en me disant: «Bah, OK Roland, là, c'est plus possible, de continuer dans cette voie, voilà, tu es au-delà de tes capacités, tu te fais plus plaisir, donc il va falloir changer». Je suis rentré de vacances et j'ai dit à mon patron: «Bah, voilà, le poste que j'ai pris, je pense qu'il est trop élevé pour moi et puis il ne me correspond pas bien, donc j'aimerais bien revenir à ce que je faisais avant». Donc je me suis un peu auto-rétrogradé dans l'entreprise. Donc ça m'a donné une petite bouffée d'air pendant 6 mois. Je me suis dit: «Ah, je suis trop content de retrouver ma petite équipe, mes clients, ce que je connais, ce que je maîtrise, où je m'éclate». Et puis au bout de 6 mois, je me suis dit: «Mais en fait, j'ai fait ça déjà pendant 10 ans et j'ai fait le tour, quoi». Donc voilà. Donc là, je suis arrivé dans une période où, bah, je gagnais super bien ma vie. J'avais une voiture de fonction, un téléphone de fonction. Je connaissais, tous les postes de l'entreprise, donc j'étais, voilà, à une fonction transverse, mais, voilà, vraiment efficace. Et puis bah, voilà, je me faisais plus plaisir, ça avait plus de sens, je savais plus quoi faire, quoi. Et j'étais un peu prisonnier, voilà, de cette cage en or là, et puis je savais pas quoi faire. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la respiration. Donc c'est le premier outil vraiment que j'ai exploré en me disant: «Voilà, je suis stressé, je suis pas bien, il faut des choses pour, essayer de retrouver un petit peu d'énergie». Et puis j'ai traîné encore comme ça pendant 2 ans parce que, bah, c'est difficile de partir. Alors je faisais des recherches à l'extérieur, mais en fait tous les postes que je retrouvais, bah, c'était un petit peu la même chose, quoi. J'allais être, voilà, dans le même milieu parce que j'étais un expert de ça au bout de 15 ans. Hem Et voilà, donc c'était un peu le cul-de-sac. Et puis un jour, j'étais, sur mon canapé un dimanche, en train de voilà, avec l'image que je donne souvent, là, c'est comme si dans les dessins animés, tu sais, il y a des personnages, ils ont un petit nuage au-dessus de la tête qui leur pleut dessus et puis partout où ils vont, le nuage, il suit. J'étais un petit peu comme ça et du coup, là, j'étais sur mon canapé avec mon nuage au-dessus, puis ma femme, elle me dit: «Écoute, hem, il y a un cours de yoga à Vaud», donc c'est un petit village à côté d'Annecy, dans un cabinet, qui fait de l'ayurveda de Marilyn. Elle me dit: «Il y a un cours de yoga, tu as qu'à aller voir là-bas. Ce cours de yoga, ça va te faire du bien». Donc c'était moitié ça va te faire du bien, puis moitié voilà, Pars même avec ton voilà, pars nuage. avec ton nuage. Et moi je me dis: «Bah mince, déjà j'ai passé une mauvaise semaine, tout est bouché dans ma vie. En plus maintenant il faut que j'aille faire du yoga». Et ma femme me fout dehors. Donc je voyais le yoga, tu vois, chanter le home avec des grands-mères, assis sur un pouf, quoi, tu vois? C'était ça le yoga pour moi à l'époque, je connaissais pas du tout. Et puis j'arrive dans ce cours et donc c'est un cours découverte d'1 heure, tu vois? Donc le truc, un peu entre guillemets «banal». Et puis, alors déjà la prof plutôt jeune, alors je me dis: «Tiens, on peut être jeune et faire du yoga», ça je savais pas. Et puis je commence à faire cette pratique de yoga, donc mon corps se met en mouvement, donc c'est une pratique avec beaucoup d'ouverture, voilà, pour ceux qui connaissent le yoga, des cobras, beaucoup de flexion arrière. Et je sais pas, au bout d'1 quart d'heure, 20 minutes, je me mets à pleurer. Mais tu vois? Alors pas pleurer de tristesse, mais tu vois, je sens un truc qui se débloque comme un volcan en moi, tu vois? Et je pleure et je me dis: «Waouh, qu'est-ce qui est en train de se passer en moi là?» Je suis juste en train de bouger et j'ai toutes ces émotions qui ressortent là. C'est bizarre, voilà. Et puis je continue cette pratique et puis plus je pratique, plus je me dis: «Mais en fait, ça faisait longtemps que je m'étais pas senti aussi bien, quoi». Et cette pratique se termine donc au bout d'1 heure et en fait à la fin du cours, je me dis: «Mais en fait tous tes problèmes, ils sont liés à ton job, quoi, à ton métier. Donc pour être heureux, en fait, c'est simple, il suffit de d'arrêter ce job et de changer. C'est pas compliqué, quoi». C'est très, très simple. Ouais, Hein? voilà. Et je suis rentré chez moi et je dis à ma femme, «Bah, écoute, je crois que je me laisse 2 3 mois quand même de réflexion», parce que je suis quand même un peu rationnel normalement. «Je me laisse 2 3 mois de réflexion, mais je pense que je vais, démissionner et quitter mon job, quoi».
et ma femme, elle me dit: «Écoute, là, on est à 2 mois des vacances. J'ai pas envie de revivre les vacances 2012 à l'hôpital. Donc si tu veux quitter plus vite, moi, je suis d'accord». Et du coup, j'ai posé ma demande de rupture conventionnelle, voilà, pratiquement quelques jours après. Donc j'avais aucun projet, voilà, alors tout le monde me disait: «Mais attends Roland, tu es fou, tu as un super métier, tu es bien payé, tu as une voiture de fonction, voilà, tu as tout ce dont tout le monde rêve, la famille, la voiture, la maison». Je dis souvent: «Il me manquait que le labrador, quoi», sinon j'avais tout coché, sur le la famille parfaite. Mais j'étais pas heureux là-dedans. Heu et du coup je quitte, voilà, rupture conventionnelle et rupture conventionnelle signée, je me rappelle, c'était au mois de juin, et je me dis: «Waouh! Je suis libre», tu vois? C'est le premier truc, je me revois arriver sur mon parking chez moi, je me dis: «Waouh, je suis libre. J'ai plus je dois plus rien à personne. Waouh!» Et puis je m'étais dit: «Mais ce truc du yoga, c'est incroyable quand même, en 1 heure, ça a résolu un problème où ça fait 3 ans que je réfléchissais dessus». Donc je me dis: «Ben, faut que je continue avec le yoga». Et le soir, je vais à mon cours de yoga avec ma prof, donc j'avais continué le yoga depuis. Et puis après, on boit un petit coup après le cours et puis elle me dit: «Bah écoute Roland», alors déjà, je lui dis: «Bah j'ai quitté mon job à cause du yoga ou grâce du yoga». Elle me dit: «Oh, fallait pas faire ça, moi quand je parle de suivre ses rêves, fallait pas le prendre au pied de la lettre». Je fais: «Si, si, c'est OK, moi j'avais besoin juste de cette petite, impulsion». Elle me dit: «Bah écoute, j'ai un investisseur qui vient de me contacter pour créer un lieu, de yoga sur Annecy, mais moi j'y connais rien en organisation et toi tu es super organisé. Donc si tu veux, tu rentres dans le projet et on crée un studio de yoga à Annecy». Donc tu vois, ça faisait 3 ans que je cherchais des choses sans trouver. J'ai accepté de changer et hop, le jour même où j'étais libre, je me relance dans quelque chose. Donc j'ai pu faire plein de yoga, c'est là que j'ai découvert l'entrepreneuriat et puis je me suis dit: «Bah, le corps, c'est bien, le yoga, tu vois? Bouger, faire des cobras, pleurer sur le tapis, c'est chouette, mais après, il faut quand même structurer une démarche, voilà, un petit peu rationnelle». Et c'est là que je me suis intéressé à la programmation neurolinguistique en me disant: «Bah, voilà, comment je peux atteindre un objectif cette fois, mais sans me tromper de chemin et sans que ça perde du sens et comment ça peut être aligné aussi avec moi et puis mes aspirations». Je me suis formé en PNL, je me suis formé en yoga et puis c'est comme ça que tout a commencé. Enfin recommencé ou c'est continué, je sais pas comment on doit dire. OK, merci pour, ce partage. Ce que j'aime beaucoup et que là tu illustres parfaitement et les personnes ont du mal à le voir, c'est normal, mais c'est que quand une porte se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre et souvent, il y a des personnes, tu le sais, qui attendent et qui se disent: «Oui, mais en fait, là, je suis pas bien dans mon poste, mais je vais quand même regarder ce qu'il y a à côté et puis si j'ai une opportunité, bah, je pars». Sauf que le problème, c'est que souvent la vie, elle te pousse en fait, elle te challenge, bah, à quitter cette zone-là, vraiment c'est très courageux ce que tu as fait. Mais c'est qu'en fait, quand on a ce courage-là d'y aller, de partir, de fermer la porte, l'autre s'ouvre, Mmh. mais pas avant. Donc ça déjà c'est super que tu, nous l'illustres. Ouais, voilà, l'image que j'avais, c'est, un petit peu comme si j'avais plein de cadeaux dans les bras, tu vois? Plein de choses dans les bras qui me pèsent et la vie, elle avait envie de m'offrir quelque chose de nouveau, mais en fait, j'avais les bras pris là avec tous mes avantages, toute ma réussite, tout ce qui était, de l'apparence et ouais, il faut poser ça, je pense, à un moment et puis se dire: «OK, maintenant que j'ai posé, j'accueille les choses» et en tout cas pour moi, alors je sais pas si c'est quelque chose d'universel, mais voilà, moi, ça a été instantané et là, donc pendant 3 ans, j'ai cherché des nouvelles Mmh. opportunités, mais j'avais rien. La semaine où j'ai annoncé que je partais, j'ai eu plein de choses qui se sont ouvertes. Mais je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et en fait, voilà, quand tu changes ta posture, tu changes un peu ta vibration, ton point de vue et tu découvres qu'il y a plein d'autres choses dans la vie, quoi. Ouais, j'ai par rapport à toutes les histoires que j'ai pu, entendre, des bouquins que j'ai pu, lire ou autre, j'ai l'impression que c'est un peu universel quand même. Mmh. Ce côté-là de faire de la place dans sa vie. Mmh. Même pour les personnes, qui veulent rencontrer quelqu'un ou autre, il faut déjà faire de la place. Ouais, puis de sentir quand on te force. Alors, hein, tu vois, j'ai vécu ça, j'ai expérimenté que quand on lâchait, il se passait de nouvelles choses, mais bah, je continue de reproduire ces choses-là parfois dans ma vie, mais je vois effectivement que, voilà, quand je suis en train de forcer, que voilà, je fais plein d'efforts et qu'il se passe vraiment rien et que c'est toujours bouché, je pense que voilà, il faut lâcher et se dire: «OK, maintenant, je prends un autre chemin ou je pense à autre chose, je change de perspective» et puis il y a toujours quelque chose qui émerge, quoi. J'ai envie de faire une parenthèse, tu sais, sur, ta femme, Mmh en mh. fait, sur, je trouve le rôle du conjoint.
à quel point il est primordial et j'ai déjà accompagné, un client, je me souviens, où il m'avait dit: «Mais Elodie, c'est inentendable pour ma femme et mes enfants que je change, que je quitte, cette stature-là, ce poste-là, tous ces privilèges, qu'on parte plus dans tel endroit en vacances». En fait, il m'avait dit: «C'est inentendable et c'est son choix, c'est OK et je veux pas absolument pas polémiquer sur ça». Mais j'ai envie de parler par contre de toi, de ce qui se passe parce qu'il y a d'autres conjoints, à contrario, qui vont suivre le mouvement, qui vont avoir confiance et je trouve ça admirable ce qu'elle a fait, ta femme. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, comment toi tu t'es sentie, soutenue ou pas? Oui, alors enfin, plus que soutenu, c'est-à-dire que c'est elle qui m'a poussé, c'est elle qui m'a donné, tu vois, l'élan de faire. Hem, je pense qu'elle, elle voyait déjà que je souffrais. Donc la souffrance au début, tu vois, dans mon parcours, elle était plutôt interne. Donc au début, tu es stressé, puis après tu es fatigué, puis après, les choses ont plus de sens, puis après tu commences à déprimer un petit peu. Il y a eu des stades où voilà, moi je te disais, je suis passionné de montagne, bah, on allait faire de l'escalade, à Chamonix avec nos amis et nos enfants. Donc le truc, tu vois, si j'avais demandé quelque chose dans la vie, j'aurais demandé cette scène-là et j'en profitais pas. Et puis après c'est ta santé, puis après, bah, potentiellement c'est ton couple. Donc voilà, je pense que ma femme, elle a eu cette lucidité de dire: «Bah, voilà, ça se dégrade et si on continue dans ce chemin-là, ça va pas aller, quoi». Alors que moi, mon cerveau, tu sais, il me dit toujours: «Non, mais ça va tenir, mais attends, il va se passer quelque chose, mais ça va marcher», tu vois? Donc elle m'a poussé à ça, donc je pense que c'est une preuve d'amour, voilà, déjà extraordinaire et puis de lucidité aussi. Hem et si on va un petit peu plus loin, tu vois, après j'ai dû me former en yoga et j'avais mis 2 ans de chômage. Que, ouais, il fallait quand même aller assez vite pour, remettre en place quelque chose et et je vois une formation de yoga qui me plaît, mais elle est à Bali. Donc il faut partir plusieurs semaines à Bali pour se former. Alors il y avait des formations en France, mais qui me faisaient pas vibrer. Je sais pas, j'avais pas d'affinité avec la personne ou avec le style, bref. Moi, je suis très, sensible à la personne qui m'enseigne plus qu'à ce qu'elle va m'enseigner, parce qu'après la technique, je pourrais toujours me l'approprier, mais la philosophie qui est derrière, c'est hyper important pour moi. Et donc je me dis: «Bah, j'ai cette formation à Bali, bah, je peux pas partir à Bali», donc c'était un mois, c'est le premier intensif là de 200 heures. En plus, on avait des enfants en bas âge, j'avais mon fils qui avait, 2-3 ans qui dormait pas. Je me dis: «Enfin, ouais, c'est pas possible, quoi». Et ma femme me dit: «Mais vas-y, quoi». Heu, donc tu vois, je me le serais pas autorisé, c'est-à-dire que moi, j'étais incapable de dire à ma femme: «Je pars un mois à Bali». Mmh. J'aurais eu honte, j'aurais culpabilisé, enfin impossible pour moi, quoi. Et du coup, elle me dit: «Bah, vas-y, c'est ton chemin, moi je gère les enfants, je me débrouille». Bon, ça a été dur pour elle, hein, je dis pas. Mais du coup, je suis parti et si elle m'avait pas autorisé à ça, tu vois? Donc je pense qu'un conjoint, bah, s'il a cette force de, voilà, d'autoriser à l'autre ce que l'autre ose pas s'autoriser à lui-même, waouh! Ça, c'est une preuve d'amour, quoi. Je trouve ça vraiment beau et je suis très contente que tu le partages parce que bah, c'est mon métier, hein, méthode Mmh. cohérence, on accompagne des centaines de personnes et je vois beaucoup de personnes qui sont bloquées ou enfin qui se bloquent ou qui ont des limites suite à leur, entourage, à leurs proches, à leurs conjoints et d'entendre ça, c'est super. Mmh. En tout cas, moi, je dis, voilà, sans ma femme, je serais pas là en train de faire ce podcast parce que j'aurais pas osé faire ce chemin. Et ce qui est rigolo, pour les conjoints qui stressent d'autoriser des choses à leur conjoint, eh bien, c'est que quand moi je suis rentré de ma formation à Bali, elle m'a dit: «Bon, bah, Roland, voilà les enfants et moi pendant que tu étais à Bali, j'ai vu cette formation-là» et du coup, elle est partie dans son truc à elle et en fait, s'il y avait pas eu ça, voilà, on était plutôt le couple où voilà, on faisait toujours tout ensemble parce qu'on adorait la montagne et puis après quand on a eu des enfants, bah, on faisait un petit peu moins de montagne, même si on continuait à en faire. Mais on n'avait pas cet espace personnel chacun, tu vois, séparé de l'autre et du coup, ça nous a ouvert cette liberté dans le couple de dire: «Bah, voilà, il y en a un qui peut faire des choses tout seul, avec ce qu'il aime et puis l'autre aussi», sans que ça change quelque chose à l'amour et au couple, en fait. Donc voilà, ça a donné de l'espace personnel et je pense que ça, c'est un truc chouette et du coup, voilà, donc ça, c'était il y a plus de 10 ans et on a toujours, bah, des petits moments où on part, tu vois? Moi, je pars en mai, je pars, à Berlin 5 jours tout seul pour, faire une formation et puis elle, le week-end prochain, elle est, dans les Bauges pour faire une formation en énergétique. Voilà, on a chacun notre petit monde comme ça, voilà. Ah, c'est Je pense super. que c'est plutôt sain, même si des moments, bah, voilà, c'est pas toujours C'est simple à organiser.
C'est inspirant, vraiment. Et si, je pose une question pratico-pratique, Mmh. est-ce que votre, rythme de vie, heu, il a diminué? Alors notre niveau de vie, non. Oui, Enfin, pardon, je ouais, dis sur le rythme, je niveau voulais dire niveau, excuse-moi. non, alors ça, c'est un enfin, je me suis jamais pensé dessus, financièrement. Alors déjà, ce qui est rigolo, c'est qu'avant, je gagnais très bien ma vie et ma femme pas trop et maintenant ça s'est inversé. Donc elle, elle gagne mieux sa vie qu'avant et moi moins bien. Enfin voilà, si on prend juste le montant du salaire. Donc il y a eu une sorte d'équilibrage dans le couple qui s'est fait, voilà, à ce moment-là, qui était plutôt chouette et en fait, s moi, j'ai pas la sensation, tu vois, je gagnais, très bien ma vie, je gagnais, 6 000 € par mois, enfin, j'étais vraiment à l'aise, tu vois? Pour un salaire français, c'était vraiment bien. Quand j'ai été commencé à être prof de yoga, j'ai divisé par beaucoup. Mais en fait, on a gardé la même qualité de vie et je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire le montant du salaire, alors après dans certaines proportions, hein, il y a des petites conditions là-dessus, mais le montant de ton salaire, moi je l'ai divisé par 3, hein, pour être clair. Mais tu peux gagner moins et en fait, tu vas trouver des moyens de continuer à avoir exactement la même qualité de vie. Tu vois, par exemple, on fait pour les vacances, on fait de l'échange de maison. Ah oui. Donc au lieu de payer, 3 000 € de location, d'une villa pendant 15 jours, 0. Donc tu vois, tu peux gagner moins et avoir le même niveau de vie. Oui, je vois très bien parce que moi aussi je suis passée sur Home Exchange. Voilà. Bah, voilà, on est et quand on quitte Airbnb et qu'on passe en Home Exchange, on dit: «Mais c'est incroyable» parce qu'en fait, oui, on part toujours, Ouais. mais on s'adapte. Ouais et puis tu reviens aux choses qui sont importantes. Je te raconte une petite anecdote aussi. 1 an après être parti de mon boulot, je retourne dans mon ancienne entreprise qui avait continué sa petite vie. Je dis: «Je vais passer dire bonjour à mes anciens collègues» et puis alors j'ai jamais regretté une seconde, mais des moments, tu sais, quand tu reviens sur ton lieu de travail, tu te dis: «Tiens, qu'est-ce qui se serait passé si j'étais resté, si j'avais continué à gagner bien ma vie?» et cetera et puis j'arrive et je croise un de mes collègues et il me dit: «Ah Roland», donc il gagnait le même salaire que moi avant, donc je savais exactement ce qu'il gagnait. Il me fait: «Ah Roland, viens, faut que je te montre un truc» et on va sur le parking et il me montre une magnifique BMW. Il me dit: «Regarde, ça c'est ma nouvelle BMW que j'ai achetée, 50 000 € et dans ma tête, je fais le calcul, je fais: «OK, alors lui, il a gagné ça pendant 12 mois, moi j'ai gagné ça pendant 12 mois, la différence c'est 50 000 €. Bah, en fait, la différence, c'est la BMW». Je fais: «Mais en fait, moi la BMW, je m'en fous». Donc je me suis dit: «Bah, en fait, si j'avais continué à gagner ma vie, bah, j'aurais acheté des trucs inutiles et là, bah, je suis resté sur l'essentiel et c'est ça qui crée mon bonheur, quoi». Voilà. Donc je me suis dit: «OK». J'ai pas la BMW, mais maintenant, c'est pas important pour moi, donc voilà. Je suis heureux et tout va bien. Je suis tellement contente d'entendre ça, de le discours d'un homme. Merci beaucoup. Non, mais c'est vraiment, montrer, l'essentiel, en fait. Mmh. OK. Hem, Par rapport à ton corps, tu avais eu des signaux avant les vacances en Finlande? Oui. En fait, tu sais, j'ai envie qu'on mette un point d'alerte Mmh. pour les personnes peut-être qui vont nous écouter et qui, tu sais, je dis souvent, celles qui voient qu'il y a un mur qui arrive Mmh. et en fait, j'ai envie de les alerter avant le mur. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Ouais. Est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs? Non, mais notre corps, c'est une machine qui est extraordinaire, alors qui est à la fois extraordinaire de sensibilité, c'est-à-dire que dès qu'il y a, voilà, une souffrance ou un déséquilibre dans notre environnement, notre corps va le matérialiser. Alors au début, c'est assez fin, donc on peut le capter. Et puis en même temps, le problème, c'est que notre corps, c'est une super machine d'adaptation. C'est hyper adaptatif, donc il est capable de s'adapter à des taux de souffrance qui sont incroyables. Mmh. Hem, donc je pense qu'il faut vraiment avoir, et c'est là que c'est difficile, de la lucidité. Voilà, on fait de l'accompagnement aussi sur des personnes qui sont dans des situations d'épuisement. Moi, la phrase que j'entends le plus, donc avant qu'ils commencent l'accompagnement, c'est: «Non, non, mais en fait, ça va tenir, ça va. Là, c'est un peu dur, mais dans 6 mois, ça va aller mieux». Mais en fait, non, c'est du pur déni. Donc je pense que notre pire ennemi là-dedans, c'est notre mental et ce déni qui nous fait croire que ça va tenir et puis qu'il va se passer quelque chose de miraculeux et notre corps, mais voilà, dans ta digestion, ton sommeil, tes humeurs, rien que ça déjà, voilà, on a des capteurs qui sont quand même assez flagrants. Donc tu vois, sur l'alimentation, bah, si tu deviens boulimique, si tu manges beaucoup de sucre ou voilà, si le soir tu peux pas finir un repas sans aller, manger une tablette de chocolat. Moi, il y a eu des périodes de ma vie, je mangeais 2 tablettes de Milka par jour, tu vois? Donc il y a tu alors au début, tu te dis: «Ouais, je suis gourmand», en fait. Non, tu es en train de compenser à mort ce qui est en train de te faire souffrir.
voilà, ça peut être, des tensions musculaires. Moi, j'allais, chez l'ostéo tous les 3 mois quand j'étais dans cette période. Donc j'allais voir l'ostéo, je disais: «Bah, voilà, je suis coincé entre les omoplates, on va quand même me débloquer» et puis 3 mois après, j'étais chez elle, à nouveau bloqué. Et voilà, donc ton corps, il t'envoie ça, voilà, sommeil, alimentation, tension physique, tu deviens irritable, tu plus de passion, plus de plaisir. Donc tout ça, c'est devant toi, quoi. C'est gros comme une montagne et puis ton cerveau, il te fait croire que c'est normal d'être stressé, mais ça, c'est un peu aussi de notre société. C'est voilà, c'est normal d'être stressé, c'est normal de pas dormir, c'est normal, pour un homme, c'est normal d'être un peu en colère et affirmatif. Pour une femme, c'est normal de pleurnicher un petit peu et d'être triste, tu vois? Enfin, il y a un peu ces trucs qui nous disent: «Bah, finalement, tiens, cette situation, elle est normale pour la vie, c'est la vie qui est comme ça». Non, 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 c'est pas normal d'être triste, c'est pas normal d'être en colère contre ses enfants quand on rentre, c'est pas normal de mal dormir, c'est pas normal de manger 2 tablettes de Milka, même si c'est plutôt bon. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'ai un corps alors quand on vit ces moments-là d'épuisement, après on a un corps qui est hyper réactif dès qu'on va revoir une situation qui commence à se rapprocher, qui ressemble à celle qu'on a déjà vécue, les lumières, elles s'allument et on peut plus trop les ignorer. Donc c'est un apprentissage. Après, je pense qu'on a un corps, ouais, qui est plus sensible. Alors ça peut être un avantage, un inconvénient. Mais, mais voilà, maintenant je sais assez précisément dire: «Voilà, là ça va lâcher». Même si des moments je me fais encore piéger. Et on a cette chance, je trouve. Pour moi, je vois vraiment le corps comme un allié, comme les émotions et c'est des messages qu'on nous donne, qu'on reçoit en fait, c'est des informations et mais c'est bien. Ouais, parce que notre mental, dans ces situations, tu peux pas lui faire Lui, il lâche pas confiance, il fait n'importe et quoi. il lâchera pas. Il lâchera pas jusqu'à ce que tu tombes donc là, si on arrive à écouter un peu plus son corps, Donc ouais, le corps allié, ça me plaît bien ouais. comme idée. On voit souvent le corps souffrance parce que dans ces moments-là, bah, ton corps, il est pas bien. Donc, tu te dis: «Ben, voilà, déjà, je vais pas bien dans ma tête et en plus mon corps, c'est un boulet». Non, c'est un corps, voilà, qui t'alerte, qui Mmh. essaye de te faire reprendre un autre chemin. Et aujourd'hui, voilà, alors c'est aussi mon métier, puis c'est aussi plus mon mode de vie de me dire: «Voilà, à chaque fois que mon cerveau, pense trop, fait n'importe quoi, bah, voilà, faut revenir au corps, à la respiration, à l'ancrage, à la nature». Et après ton cerveau, bah, il sait qu'on a déjà vécu ça et que finalement s'il fait confiance au corps, ça va plutôt bien se passer et il y a une autre synergie qui se met en place à l'intérieur. Et si j'avais voulu t'inviter, c'est justement parce que j'avais bien senti, j'avais bien compris que tu étais aligné Mmh mh. et que tu avais une sorte d'équilibre, hein, qui est jamais linéaire. Mmh. C'est pas acquis, mais l'alignement, oui, ça peut être acquis et quand tu parlais de ton histoire, tu sais, j'avais en dessin, la pyramide de Maslow Mmh. et en fait, qui nous montre bien qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a besoin pour, se sentir épanoui et aligné, c'est cette quête de sens. Mmh. Et là, du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu l'as trouvé ce sens dans ta vie là, maintenant? La quête de sens. Alors, en fait, je crois que, cette quête de sens, c'est quelque chose de très simple, en fait, tu vois? On en fait, quelque chose de très mystérieux, parfois même de mystique et tu vois, quand je regarde tout ce que j'ai fait avant, je me dis presque le sens, je l'ai toujours eu, en fait. C'est juste qu'à un moment, j'avais plus, je pense, la capacité à le voir sous mes yeux, heu quand je me suis formé en PNL, donc tu parles de la pyramide de Maslow, des besoins, on retrouve ça aussi dans les niveaux logiques, on retrouve les valeurs, par exemple, tu vois? Et en fait, quand je me suis formé en PNL, j'ai travaillé sur mes valeurs et quand j'ai pris mes 5 plus grandes valeurs, je me suis dit: «Waouh, OK, j'étais complètement à côté de la plaque en tant que directeur de production, quoi». Donc c'est pour ça que ça tiraillait. Mais en fait, ces valeurs, tu vois, elles étaient toujours intrinsèquement en moi, mais je leur laissais pas la place de s'exprimer. Donc je pense que le sens, il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression il est là sous nos yeux, hem et on le cherche souvent ailleurs, dans quelque chose de très, voilà, très grand et et je te parlais au début là que j'avais envie d'être, guide de haute montagne et tu vois, aujourd'hui en étant prof de yoga, bah, j'ai l'impression que c'est un peu, tu vois, une continuation de ça. Alors je suis pas je dis, tu vois, je suis un guide de basse montagne maintenant parce que je fais ça sur un tapis ou dans un bureau de coaching, mais tu vois, je pense qu'il faut qu'on trouve cette continuité dans notre vie, je pense que c'est important. Alors la vie, il y a les événements qui nous font, mais en fait, je pense qu'on a voilà, le sens, il est en nous et peut-être que le conseil que je donnerais, en tout cas moi qui me parle, c'est, voilà, quand tu avais 7-8 ans, tu vois? Je trouve qu'on est un joyau quand on a, voilà, 7-8 ans, 10 ans, il y a un truc très pur.
on a déjà un peu affirmé notre personnalité, nos envies à nous et on n'est pas encore pollué par, le monde des adultes et voilà, moi souvent je me réfère à ça en me disant: «Voilà, quand j'étais petit là, quand j'avais cet âge-là, waouh, tout était extraordinaire, je veux garder ça» et c'est ce qui m'aide aussi à garder du sens. Je te rejoins complètement sur le fait que c'est à l'intérieur de nous et bah, par rapport au bilan de vie méthode cohérence, on travaille énormément sur ces valeurs justement, sur l'un de ces points-là. Parce que le sens pour moi, il est dans l'alignement. Mmh mh. Pour moi, il est là. Mmh. C'est pas de l'extérieur et puis le sens à sa vie, ça veut dire quoi en fait? En fait, c'est le sens que chacun se donne Ouais. et par rapport à soi. Mmh mh. Il y a pas de règle. Mmh. Il y avait une phrase aussi que j'avais lue dans un livre, c'était qu'en fait le sens, il naît de l'action. J'avais bien aimé ça de dire en fait, si tu es alors, travaille tous les 2 avec nos clients parfois, mais si tu es juste assis dans un bureau à te dire, «Comment ma vie peut avoir du sens?» en fait, ça marche pas. Enfin, le sens, c'est voilà, c'est tu sors et puis tu fais des choses, quoi. Tu testes, tu te formes, tu apprends, tu rencontres des gens et en fait, c'est ça qui te donne le sens de la vie, en fait. Voilà. Donc pour moi, le sens, il est aussi très lié à l'action. C'est souvent un concept un peu, tu vois, philosophique, moi, pour moi, voilà. Le sens, on le trouve dans l'action et dans la vraie vie et dans le concret, quoi. Ça me fait rire. C'est le terrien qui parle avec son tapis de yoga, le quand il te parlait de basse massage, c'est rigolo. Mmh. Mais oui, Donc ouais. complètement. Et voilà, le sens, enfin, tu vois, moi, je suis père. J'avais discuté avec c'était la mère d'une amie qui habitait en montagne, donc je vois qu'elle avait vraiment vécu, voilà, les alpages dans les années 60, enfin, tu vois? Et on faisait des stages de développement personnel et à un moment, il y a sa mère qui arrive, qui va avoir 80 ans. Elle fait: «Mais qu'est-ce que vous faites là dans vos stages?» «Ouais, bon, on cherche le sens de la vie, redonner du sens dans nos métiers». Et elle me regarde, elle fait: «Mais le sens, mais voilà, vous êtes parents, vous avez des enfants, le sens, il est tout trouvé, quoi, voilà, c'est transmettre». Ah ouais, OK. Donc voilà, le sens, ouais, ça peut être quelque chose de très, très simple qu'on a déjà, en fait. Qu'on a déjà Mmh. et encore plus fort pour moi, c'est en fait, ça va avec. C'est finalement, est-ce qu'on est aligné avec notre moteur dans la vie? C'est quoi qui nous drive? Et quand je t'ai posé cette question, j'ai bien aimé ce que tu m'as écrit. Tu m'as dit, «Moi, mon moteur, c'est être à ma place et incarner pleinement cette position, ouvrir des espaces de liberté, de friche, de ressourcement dans un monde trop rapide et trop bruyant». Mmh. Ouais, on est dans un monde que je trouve, c'est un peu brutal ce que je vais dire, mais difficilement vivable. En tout cas, je trouve qu'il est très, très rude. Alors peut-être que je suis un peu un dinosaure et je suis plus adapté à ce monde-là, mais je le trouve dur, voilà, dur, rude, ouais, bruyant, rapide, bref. Et ouais, j'aime bien cette idée, tu sais, dans les villes, des moments qui sont bien organisés, avec les caméras de vidéosurveillance, les trottoirs bien propres, des moments, tu sais, il y a des petites friches, il y a des endroits qui ont été abandonnés, puis il y a des plantes sauvages qui poussent, des coquelicots. Il y a des petits oiseaux qui reviennent et je me dis: «Waouh, une friche, en fait, c'est super précieux, quoi», tu vois? On a l'impression que c'est un truc un peu sale, abandonné. Mais non, c'est un espace où, voilà, la vie libre reprend son pouvoir. Donc je me dis, voilà, dans nos vies, j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'avoir ça pour moi, déjà des moments de liberté, même si, voilà, la pure liberté n'existe pas et j'ai envie d'offrir ça, tu vois? Pour moi, un cours de yoga, c'est ça, c'est, quand tu es sur ton tapis dans ta salle de yoga, en fait, le monde autour, il n'existe plus, quoi. Alors bon, peut-être parfois ton cerveau, il continue à te à t'y faire penser, mais voilà, c'est vraiment mon but, c'est que pendant 1 heure et demie ou un jour ou un week-end, on sorte du monde et on est dans une bulle de liberté. On sait que c'est un moment qui est particulier, c'est la vie peut pas être tout le temps comme ça, mais on a touché cet espace et on a pu se reconnecter à soi et on repart avec peut-être plus, voilà, d'énergie, de lumière. On repart dans la bonne direction et en tout cas, on a vécu ça. Mmh. Et je rebondis aussi sur, bah, le contexte actuel. Il fait que le monde est dur comme Mmh. tu dis et je pense que plus que jamais, il est, essentiel de se reconnecter à soi et qu'en fait, tout va partir de nous pour pouvoir, naviguer en eau trouble Mmh mh. actuellement. Mmh. Parce qu'il y a un moment où il va y avoir le soleil Mmh. après la tempête, le calme après la tempête, mais là, ouais, on est dans les eaux troubles là. Mmh. Ouais, puis on voit, enfin, tu quand on enregistre le podcast,
la guerre, Mmh. l'Iran en Iran, au Moyen-Orient. Et en fait, tu vois, on se dit, c'est à la fois alors, tu sais, il y a toujours ce questionnement, c'est: «Est-ce que je dois me détacher de ça?» C'est-à-dire je coupe, France Info et puis je continue ma petite vie. Donc on pourrait se dire: «Bah oui, c'est une bonne stratégie parce que ça permet de se protéger et de toute façon, on va pas pouvoir régler le conflit». D'un autre côté, c'est un peu du déni aussi de se dire: «Ah, il y a de la souffrance dans le monde et moi, je m'en occupe pas et je continue ma petite vie». Donc c'est un petit peu dissonant pour moi, donc je pense qu'il faut arriver à avoir un petit peu les 2. Et en tout cas, ce que je trouve, c'est que, tu vois, cette guerre, par exemple, au Moyen-Orient, bah, elle est éminemment, liée à nos modes de vie, nous, d'occidentaux, quoi. C'est-à-dire que c'est une guerre qui est déportée, qu'on a sous-traitée au Moyen-Orient, mais qui est liée à nos besoins en pétrole, à, le besoin d'aller faire, de passer des vacances à Dubaï ou je sais pas quoi, tu vois? Donc je pense que la manière dont on vit nos vies ici, et ben, elle peut être un exemple aussi pour le reste du monde. Et voilà, j'ai cette envie un petit peu que ça se diffuse, tu vois? On parlait beaucoup de la condition des femmes iraniennes, par exemple. Bah, elles vont, je pense, pas se libérer depuis l'intérieur de l'Iran, mais par exemple, nous, si on arrive peut-être à diffuser, bah, ces valeurs et puis, un mode de vie qui soit plus humain, bah, je me dis que peut-être, bah, ça peut contribuer au monde. Donc je pense que vivre, voilà, vivre une vie alignée, c'est pas que égoïste, enfin, c'est pas égoïste même du tout parce que ça impacte, les gens autour de nous, tu vois? Nos familles et puis j'espère que ça impacte le monde, quoi. Ouais et puis ça rejoint la citation de Gandhi: «Sois le changement que tu veux voir Mmh. dans le monde» Mmh. et là, quand tu parles de ça, tu sais, c'était comme sur ton Mmh mh. podcast quand on a parlé tous les 2 du petit colibri, pardon, qui fait sa part. C'est ça que tu dis, en fait Ouais, il faut faire sa part, faut la et faire ça peut soi, faut la inspirer faire ensemble et collectivement. mmh, Je crois que là aussi, c'est important. mmh Mmh. et puis avec la bonne intention, tu vois? Parce Mmh. qu'on peut se dire: «Bah, voilà, je vis ma petite vie, je crée ma petite cellule familiale et puis tout va bien dedans». OK, mais voilà, faut que ce soit tourné aussi vers cette intention de changer le monde. Enfin, pour moi, c'est ça qui est important, tu vois? Dans mes cours de yoga, ce que je dis, c'est: «Voilà, là, vous êtes là pour vous faire du bien à vous, voilà, à votre corps, à votre mental, à vous reconnecter à vous. Mais si ça sert qu'à vous, en fait, moi, ça m'intéresse pas de vous transmettre ça. Moi, ce que je veux, c'est que vous partiez avec, un cadeau là et qu'après ce cadeau, vous alliez le répandre autour de vous. C'est ça qui a du sens pour moi dans le yoga, dans l'alignement, dans nos quêtes et dans nos relations, quoi. On est complètement, alignés Roland tous les 2 parce que, moi je dis toujours c'est le développement personnel au service du collectif. Mmh. En fait, c'est à ça que ça sert. Donc, on est vraiment, sur la même longueur d'onde. Ouais, c'est un peu ce qui nous agace parfois dans le développement personnel quand voilà, ça devient que personnel. Ah bah non, ça marche pas ça. Non, non, En tout cas, ça a pas de moi sens, il doit y avoir un je suis pas dans ce équilibre. courant-là, ouais, du tout. Non, non, c'est au service du collectif. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on travaille avec, l'ikigai, Mmh. puisque l'ikigai, c'est ça, c'est au service des autres. Mmh mh. Tu vois, il faudrait à nouveau les mots, tu vois, ils sont un peu des pièges, mais il faudrait qu'on invente un nouveau terme pour développement personnel, du coup. Je sais et c'était quel livre là que j'ai lu il y a pas longtemps justement sur le bouddhisme? Ou alors c'était le chat du Dalaï Lama et il en parlait dedans, en fait et c'était vraiment hyper intéressant et de cette notion de collectif donc et je me disais: «Mince, développement personnel, je suis embêtée avec ce mot, il y a quelque chose qui va pas et comment on pourrait le modifier? Comment on pourrait le changer?» J'ai pas trouvé. Seule chose là pour le moment, ce serait le développement personnel au service du Ouais, ça me collectif. plaît bien. Voilà, C'est un peu long, c'est pas très marketing, c'est mais on long, se voilà, on a ouais, toute la notion. mais tu vois, par contre moi, je le dis que j'ai une sorte d'expertise, une forme d'expertise, je pense qu'on l'est jamais à 100 hein, dans le domaine du développement personnel, toi aussi Mmh mh. et j'ai pas envie de supprimer ça, en fait. J'ai pas envie, parce que c'est galvaudé, parce que les gens en parlent mal, de l'enlever. Mmh. Non, je vais l'assumer et dire: «Oui, mais au service du collectif». Et puis il y a une part de travail qui est purement personnelle, hein, quand on travaille sur nos valeurs, sur, nos Notre croyances, alignement. notre alignement et donc il y a une part de travail qui est à l'intérieur et oui, je trouve ce mot «au service de», il est beau, quoi. Mmh. Mmh. Pour, terminer ce podcast, est-ce que tu aurais une grande leçon de vie à partager que toi t'aies reçue? Ou un dernier mot à nous dire? Comment tu voudrais terminer? Une grande leçon de vie. Ouh là là. Ouais, Hem, ou petite. non, je vais faire un peu banal, mais tu vois, tous nos métiers, en fait, c'est vraiment pas très important, quoi. Tu vois, on se prend beaucoup la tête pour nos métiers, pour nos projets
pour gagner de l'argent. Donc il faut ça parce que ça fait partie de la vie, mais voilà, peut-être mon message, ce serait, ce qui est important, bah, déjà, c'est les gens qui sont autour de nous et les gens qu'on aime et ça, c'est un trésor, je pense dont on ne prend pas la mesure, en fait, tu vois? Et peut-être on parlait, tu vois, des conjoints dans ces cellules familiales parce qu'on le vit au quotidien, on se répartit juste qui va faire les courses, est-ce que tu as acheté le pain des mamans, tu vois? Mais en fait, c'est ça le trésor, je pense, de la vie, et peut-être que si la vie avait un sens, ce serait juste ça, recevoir de l'amour et en donner. Ce serait déjà chouette et puis peut-être le deuxième message, c'est que la vie, elle est tellement précieuse. Enfin, tu vois, c'est un quand tu y penses, c'est un truc de fou d'avoir un corps humain, quoi, tu vois? Là, on écoute, on a notre cerveau, nos yeux, enfin, c'est un truc magique, quoi, qui est pas très long et on n'a pas le droit de, tu vois, de souffrir pour rien, quoi. Tu vois, moi, j'ai passé des années à souffrir pour rien, en fait, juste, pour une image sociale. Donc ça, je trouve, voilà, bête. Je me l'applique à moi. Alors parfois, on est coincé dans des situations, parfois on n'a pas les moyens des changements qu'on a envie de faire, mais voilà, ce sera un message un peu utopique, mais on n'a pas le droit, tu vois, d'être triste dans la vie, quoi. Alors après, il y a de la tristesse, hein, voilà, tu vois, j'en parlais hier, c'était l'anniversaire des 10 ans de la mort de ma mère, donc voilà, il y a la tristesse fait partie de la vie, mais on n'a pas le droit de se rendre triste, tu vois, inutilement, je trouve. Ouais, tu veux parler de souffrance? Ouais, de souffrance, de se dire: «Bah, voilà, je suis, je sais pas, n'importe quoi, expert comptable et puis, ça me plaît pas trop, mais, au moins j'ai un métier», tu vois? Oui et puis je suis malheureux. Ouais, Oui. c'est pas suffisant, quoi et dans un couple, un couple, c'est jamais parfait non plus, mais de se dire, voilà: «J'ai envie de donner le meilleur et j'ai envie de recevoir aussi». Pareil pour les enfants, voilà, les enfants, on parlait des ados avant. C'est voilà, il y a pas de méthode universelle pour transmettre, à nos enfants, mais de se dire: «Voilà, c'est hyper précieux et il faut que je fasse ce qui rend ces choses-là, ces liens-là les plus lumineux possibles, quoi». Oui. Et si quand même je finis, mais alors du coup, j'ai fait plein de leçons de vie. Il y a quand même moi un truc qui m'a aidé dans mon moment de changement et qui peut peut-être aider des personnes. Tu vois, je me suis dit, voilà, j'étais, directeur de production et je me dis: «Je vais être prof de yoga». A priori, c'est pas une évolution dans la société telle qu'elle est conçue et en fait, je me suis dit: «Si je le tente pas, je vais le regretter». Donc je me suis dit: «Peut-être ça marchera pas», tu vois? «Peut-être c'est une folie à 40 ans de devenir prof de yoga». Je me dis: «Mais en fait, quand j'aurai 80 ans et que je me dis: "Il me restera pas beaucoup de temps à vivre", je me dis: «Au moins je l'aurais tenté, voilà, après». Et je pense que ça, c'est important, qu'on réussisse ou qu'on échoue, enfin que ça marche ou que ça marche pas, on peut dire ça comme on veut, c'est pas très important. Mais par contre, tenter, tu vois, quand tu sens qu'il y a un truc qui est important, ça, faut le tenter. Voilà, je voudrais que ce soit ça ma leçon de vie du coup. C'est à la fin de notre vie, on regrettera ce qu'on n'a pas tenté plutôt que ce qu'on a échoué. J'aime bien parce que de temps en temps, j'ai des décisions très importantes à prendre et à chaque fois, la question que je me pose qui m'aide, c'est: «OK, Élodie, tu es sur ton lit de mort. Qu'est-ce que tu penses, en fait, par rapport à ça?» Et en fait, ça m'influence énormément, quoi et c'est ça, c'est, est-ce que tu l'as tenté? Et si tu as raté, OK, tu as raté, bah, c'est pas grave parce que tu auras tout fait pour que ça fonctionne et tu auras jamais abandonné. Bah, c'est vraiment mon truc. Et pour ce que tu disais, tout à l'heure, je comprends très bien le ta on n'a pas le droit d'être en souffrance, d'être malheureux et j'ai vraiment envie d'apporter aussi ce petit, clin d'œil, d'espoir. Mais c'est OK de passer par là et c'est OK parce qu'en fait, c'est le but de la vie, c'est l'évolution. Et donc c'est OK. Mais du coup, c'est Je t'ai peut-être mal chouette. exprimé dans Non, mes pas mots. du tout. Voilà, je dis les gens qui souffrent parfois, ben, tu peux pas faire autrement que souffrir. Mais de se dire, voilà, si j'ai un pouvoir de moins souffrir, il faut que je l'active, quoi. C'est ça. Non, mais je trouve ça très bien que tu parles de ça parce que ça peut être un déclic. Mais voilà, ça fait partie du chemin et ça fait partie de notre évolution et si on l'a connu avant, bah, après, on va connaître autre chose. L'ombre et la lumière, toujours. Bon, bah, merci beaucoup, Roland. Merci Elodie. À bientôt. Et ben, avec plaisir. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré autant qu'il m'a touché. Pour en savoir plus sur ce podcast, sur mes invités ou sur le bilan de vie, rendez-vous sur méthode-cohérence.com. Et si vous connaissez des personnes qui vivent pleinement alignées avec elles-mêmes,
et que vous aimeriez entendre ici, je serai ravie de recevoir vos suggestions. Vous pouvez me les envoyer directement sur Instagram ou LinkedIn sur mon compte Élodie Bardot. Si ce podcast vous parle, vous inspire, vous fait du bien, alors vous pouvez nous aider à le faire connaître en le partageant autour de vous, en laissant une note, un commentaire ou simplement en parlant à une personne que cela pourrait toucher. C'est grâce à vous et à ce bouche à oreille précieux qu'Antinomique pourra continuer à vivre longtemps et à toucher encore plus de belles personnes en chemin. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et que votre journée soit lumineuse et alignée. Et bien sûr, retrouvez Antinomique sur toutes les plateformes de podcast habituelles.